Aujourd'hui, on s'avait rencontré Justin Lalonde qui est passé d'un étudiant en design graphique à aujourd'hui avoir une entreprise qui génère plus de 1,1 million de dollars à seulement l'âge de 23 ans. Est-ce que tu penses que devenir entrepreneur, c'est fait pour tout le monde? Non, non, ça demande une certaine obsession, ça demande une constance aussi qui est rough. Comment tu te sens en tant qu'entrepreneur? Est-ce que tu es heureux? Est-ce que l'argent, ça achète le bonheur? Ça va? Ça va bien, toi? Yes. Yes. Bon, Pour les gens qui ne te connaissent pas, qui es-tu et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Moi, c'est Justin Lalonde, j'ai une entreprise, tonmarketing.ca et paidadvertising.com, donc côté anglais-français. On fait ça maintenant depuis 5 ans. On a un aspect agence puis un aspect programme et coaching consulting. Donc, ce que je veux dire par là, l'aspect agence, traditionnel, on fait de la pub, donc Facebook, Google, TikTok pour les entreprises, e-commerce, les coachs, consultants, et là maintenant les entreprises aussi locales. Puis l'aspect coaching, programme, bien là, on apprend aux gens comment faire leur propre publicité. Donc, c'est ça. Ça a commencé par l'agence, puis là, c'est devenu comme tout cet écosystème-là, si on veut, de publicité là, depuis quelques années. Nice, nice. Puis j'ai vu, je pense que tu as travaillé avec Iman Ghazi, Taya Lopez. Oui, exact. Donc, je travaille toujours avec Iman. Donc, on a commencé ensemble en 2023. J'ai postulé pour être le coach media buying de son côté avec son programme de Educate. Okay. Ça a commencé comme ça. Puis là, en 2024, j'ai été invité à aller à Dubaï avec lui en février où on a passé un mois à construire un nouveau programme ensemble. Donc, on a vraiment bâti un programme qui s'appelle Ad Architect que les gens peuvent acheter aujourd'hui. Il y a eu des milliers d'étudiants qui ont passé à travers le programme maintenant, qui, en d'autres mots, ça aide des propriétaires d'agences à faire de la pub pour leurs clients. Donc, ça a été ça. Puis, comme tu as mentionné tantôt, sinon Taya Lopez, tout récemment, j'ai fait un talk dans son mastermind qu'il y avait la semaine dernière. Nice. Puis en ce moment, tu as 23 ans? Exact. J'ai 23. Donc, j'ai commencé l'agence dans sa forme actuelle à 18 ans. Puis avant ça, j'ai fait du freelancing très jeune. J'ai commencé à 14 ans faire du freelancing en ligne. Donc, ça s'est comme développé en modèle d'agence par la suite. C'est. Puis pour les gens qui ne savent pas un peu le potentiel de l'industrie, en ce moment, tu fais combien avec ton agence? Oui, donc là, on vient juste de finir notre année fiscale dernière. Donc, on a fini à 1,1 million l'année passée. Puis, ça a été une bonne année, une bonne croissance, je te dirais. On a eu un petit plateau pendant comme 2 ans avant. Puis là, ça revient d'aider, surtout avec le programme de consultation qu'on a lancé depuis 2 ans. C'est vraiment ça qui a ajouté comme un revenu supplémentaire à l'entreprise. C'est. Tu le fais le tour? Oui, je peux te montrer. On peut commencer par où on est rentré tantôt. Fait que salle de bain, fait que humble et nothing special. Sinon, la chambre ici, chambre principale, va être le plus noir possible, blackout blind, humidificateur. C'est là que la magie s'opère. Oui, exact. Là, ici, le main place de l'appart, donc cuisine. On a salle à manger, la vue, qui pour moi, c'est honnêtement la raison principale pour laquelle j'ai choisi cet appart-là. Sinon, bon, sofa, salon, PS5, que honnêtement, j'utilise legit juste dans le temps des fêtes de Noël. Puis quand tu étais jeune, est-ce que tu jouais beaucoup? Ah man, je jouais tout le temps. Là. Je veux dire, j'étais hardcore. J'étais le genre de gars là, qui se mettait son alarme à minuit le soir, qui précommandait un nouveau Call of Duty, puis qui me levait pour être sûr d'être le premier dans ses amis qui est Prestige Master. C'était okay, comme mon niveau. Là. Fait que 100%. Là, je game un peu moins. J'achète encore les Call of Duty à chaque fois qu'ils sortent. C'est pas mal le seul jeu que je joue, là, encore, donc les shooters. Puis où est-ce que tu travailles? Où est-ce que l'argent est fait? Ben, on peut aller le voir. C'est juste derrière ici. Fait que si on suit, c'est mon bureau. Je passe littéralement comme 10 heures au minimum par jour ici depuis des années. Donc, c'est... Honnêtement, j'ai essayé d'optimiser l'espace le plus possible. C'est une petite pièce. Yeah. J'ai choisi la petite pièce. Alors, on a le bureau plus grand qui est de l'autre côté ici. J'aime ça au moins avoir une vue. Je me dis, je passe tellement de temps ici que je veux voir de quoi au moins d'intéressant. Ça, en tant que tel, ça me motive, je te dirais, le day-to-day. Tantôt, tu parlais que tu as commencé ta carrière à 18 ans. Est-ce que tu peux nous ramener à ce moment-là puis nous expliquer un peu comment est-ce que ça s'est passé? En fait, au cégep, j'avais une technique en graphic and web design. Je faisais ça parce que j'ai commencé jeune en termes de freelancing dans du graphic design. Je m'étais auto-appris sur des cours sur YouTube et tout ça. Puis je trouvais le temps long, honnêtement, dans ma technique. J'écoutais pas tant en classe parce que j'avais pas besoin. J'avais des super bonnes notes parce que je savais déjà la matière, parce que j'étais payé déjà depuis des années pour appliquer ça pour des clients. Puis j'ai au même moment reconnecté avec un ami d'enfance qui, lui, c'était parti d'une agence marketing, faisait une bonne somme d'argent. Puis ça m'a inspiré à me dire, bien, regarde, moi aussi, je peux me partir.
Donc, sur le side, pendant que j'avais l'école, pendant que j'étais à la maison, pendant le COVID, j'ai décidé de partir l'agence, de recruter une fille qui était dans ma technique comme étant ma première contractante qui travaillait pour moi. Puis je suis parti, puis je me suis focusé de là sur l'acquisition de clients pour y feeder des projets, puis c'était elle qui livrait la marchandise. Dans le fond, tu avais une agence de design graphique, genre? Exact. C'est comme ça que ça a commencé. Ça a vraiment été des logos, branding, site web aussi, beaucoup qu'on a fait au début. Comment tu as fait pour rentrer dans l'industrie des publicités payantes? Bonne question. En fait, tantôt on a parlé d'Iman. Iman Gatti, ça a été le premier cours que moi j'ai acheté personnellement dans le temps. Lui, ce qu'il faisait déjà, c'est de la publicité Facebook pour les entreprises e-commerce. Fait que j'ai vraiment pas réinventé la donne. Tout ce que j'ai fait la même chose que lui faisait, mais au Québec. Mes premiers, je te dirais 5 à 10 clients e-commerce d'agence ont été au Québec ici. J'ai commencé à faire des cold calls, des cold emails aux entreprises d'ici. Puis dans le temps de la COVID, il y a tellement de magasins qui vendaient pignons sur rue, qui ont fermé leurs portes pour vendre en ligne. Puis le gouvernement, en plus, ils ont lancé un grant là, qui donnait aux entreprises pour faire du marketing en ligne avec la COVID. Donc, tout ça m'a vraiment aidé à trouver mes premiers clients ici. Puis, je me suis pas attardé au Québec. J'ai tout de suite été aux États-Unis avec les études de cas que j'ai bâties ici, puis je me disais qu'il y avait plus de clientèle là-bas. Fait que, honnêtement, ça m'a pris 1 mois à avoir mon premier client. Puis, ça m'a pris 2 jours après, j'ai eu mon 2e client. Par la suite, ça a été assez rapide de continuer parce que j'ai jamais arrêté le outreach. Puis avec les 2 premiers clients, tu faisais combien? Les 2 premiers clients, je faisais 5 000 par mois. Ouais. Donc, chaque client valait 2 500. Après avoir signé tes 2 premiers clients, c'était quoi le moment que tu t'es dit, genre, OK, genre, c'est vraiment ça que je veux faire, je vais pouvoir vivre de ça, je vais pouvoir en faire une carrière? Le premier mois, c'est là que j'ai fait 5 000. Ça a été assez pour me dire, oui, j'arrête ma job part-time, mais c'était juste 2 clients. Fait que moi, je me sentais pas assez secure pour dire, je vis de ça. J'avais besoin d'avoir plus de clients pour avoir une certaine base, je te dirais. Là. Puis 2 clients, c'est rien, dans le sens, t'étais un client de perdre la moitié de ton entreprise. Là. Donc, j'avais 0 sécurité là, mais ça a duré 3 mois environ, que j'étais tout le temps à 2-3 projets. Puis le mois 4, c'est vraiment là qu'on a commencé à avoir 4, 5, 6, 7 clients. Quand j'ai eu mon premier mois à 10 000 par mois, c'est là que j'ai commencé à me sentir un petit peu plus secure dans tout ça. Puis c'est au moment que ça a fait 4 mois de suite environ que je faisais ce 10 000 par mois ou plus, que j'ai pris la décision de déménager de chez mes parents, puis me partir dans le fond, avoir mon propre appartement, puis vraiment dire à mes parents, regarde, je m'affirme, je suis entrepreneur, c'est ce que je fais, je me trouve pas de job, puis je continue là-dedans. Puis à partir de là, qu'est-ce qui t'a amené à rencontrer Iman Gatti? Bien, je le connaissais déjà des programmes. Moi, j'ai été dans tous les programmes qu'il faisait dans le temps, donc Six Figure MMA, Agency Incubator, CPA. Donc, j'avais du temps 1 à 1 avec lui. Fait que ça, c'était de dire des choses qu'il ne fait plus aujourd'hui. One-on-one? Exact. Ah ouais, hein? Donc, c'était plus de privé dans le temps avec lui. Il y avait comme des bonnets qu'il faisait pour les nouveaux clients, que tu avais X nombre de one-on-one avec lui. Donc, c'était un petit peu plus privé comme environnement. Fait que déjà là, il y avait une certaine connexion. Après ça, c'est vraiment début 2023, j'ai fait un voyage avec un ami, puis on a été à Cape Town, en Afrique du Sud. Iman était là au même moment, et mon ami et moi, on avait loué une villa qui était littéralement à 4 maisons de celle d'Iman. Donc, on était dans la même rue, puis un soir, on était au club, puis on a rencontré Iman qui était au club. Fait que je l'ai approché, serré la main, il m'a reconnu des appels, puis de tout ce qu'on faisait avec le coaching avant. Puis, ça a été mon premier touchpoint avec. Quelques mois après, j'ai vu qu'il a mis une story sur Instagram où il cherchait un media buying coach, un appel par semaine pour venir gérer comme la communauté actuelle. Puis comme moi, j'avais fait partie de cette communauté-là, puis j'étais déjà en train de bâtir ma propre marque personnelle dans le domaine de la pub, je me suis dit c'est une opportunité parfaite de dire je travaille avec Iman. Fait que j'ai appliqué, puis honnêtement, ça n'a pas été long. Je pense en 3 jours, j'étais engagé, puis j'avais la job. Est-ce que tu peux nous expliquer aujourd'hui, ton entreprise est rendue à combien d'employés, combien de clients que tu as aujourd'hui? Présentement, on a 9 employés, 3 au Québec, puis le reste sont remote. En termes de clients, consultation, on est à presque une 50aine de clients actifs. Aspect agence, on est présentement à 14 clients. Puis sinon, en termes de vente de programmes puis d'étudiants, bien, celui que j'ai en partenariat avec Iman, on parle de 4500 étudiants actifs avec la plateforme Agency Accelerator, une couple de dizaines de milliers pour Digital Launchpad, puis là, je pense qu'on est à 2000 pour Monetize. Donc, quelques milliers, là, encore une fois, pour ce qui est de la vente de programme. Parfait. Puis, tu parles de formation, de consulting. C'est quoi que tu enseignes exactement là-dedans? Donc, je monte à quelqu'un qui a peut-être des bases quelconques par rapport à la publicité, mais qui ne sait pas vraiment comment s'y prendre pour scaler. Donc, pour dire
comment je construis en fait comme une machine à l'interne qui va être capable de pump out des ad creatives, donc que ce soit des visuels, photos ou vidéos pour les publicités, ou comment je les analyse, comment j'utilise du AI pour avoir ces idées-là et ou par la suite pour pouvoir créer des itérations. Fait on les aide vraiment à apprendre comment nous on fait à l'agence puis à faire la même chose avec que ce soit leur entreprise ou avec leurs propres clients par la suite. Puis c'est quoi les résultats que tes étudiants peuvent avoir? Bien, mettons, l'année passée, on a eu Hassan qui, lui, est montréalais en fait, qui travaille à l'international. Il y a une entreprise Sales Consulting. Donc, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il y a un programme qui enseigne à monsieur, madame, tout le monde à faire de la vente en ligne. Il était environ à 50 000 par mois quand il nous a rejoints. Il y avait un media buyer, puis il déléguait toutes les pubs à ce gars-là, mais il savait qu'il n'y avait pas nécessairement les résultats qu'il voulait. Il a repris en main sa propre gestion de pub, il a fire son media buyer, puis en date de septembre 2024, donc 4 mois après nous avoir rejoints, il a fait 100 000 par mois. Fait que, mettons, il a doublé. Tu parles de media buying, moi je sais c'est quoi, mais pour les gens qui nous écoutent, il y a certaines personnes qui ne savent pas du tout c'est quoi. Tu peux nous expliquer un peu? Media buying en tant que tel, c'est de négocier des placements publicitaires à meilleur taux. Back then, c'était de dire, bien, quelqu'un t'envoie une publicité puis on dit, OK, va avec des compagnies qui ont des billboards puis négocie les meilleurs taux pour nous mettre sur un billboard. Aujourd'hui, c'est de faire ça avec Meta, Google, TikTok, mais la majorité de ce qui est le media buying est automatisé avec l'intelligence artificielle. Le ciblage et tout ça, la majorité, c'est automatisé. Donc, vraiment, ce qui te reste, puis nous, le focus qu'on a avec nos clients, puis aussi avec Ad Engine, c'est l'aspect créatif. Fait que comment tu penses au script, la publicité, au hook, au core en tant que tel, comment tu positionnes le message dépendamment du awareness level de l'audience, de la sophistication du marché. Fait que vraiment, dans le fond, j'ai juste les mots anglais, là, mais de dire du direct response copywriting, comment on est capable de faire ça pour une audience à froid, c'est plus là que notre travail va se situer maintenant que du media buying. OK, nice. Puis pourquoi est-ce qu'un client devrait faire affaire avec toi, mettons, versus n'importe quelle compagnie de media buying? Bien, 2 raisons. Un, parce que tu viens de le dire, une compagnie de media buying, la majorité, c'est tout ce qu'ils font, c'est du media buying. Il n'y a pas grand monde qui font également le scripting puis qui comprennent ce qui, selon moi, obtient vraiment les résultats, qui est la publicité en tant que telle. Puis la deuxième chose, c'est qu'il y a souvent un disconnect. Le monde va dire « Ah, ben moi, je fais tes pubs, mais je touche pas à ton funnel, je touche pas à ton équipe de vente, je touche pas à tes systèmes de courriel. » Nous, on va venir faire la consultation sur ce qu'on ne fait pas in-house. Par exemple, on ne fait pas la vente, on ne fait pas le point de setting pour nos clients en coaching et infoproduits, mais on va venir dire « OK, regarde, on va faire un appel avec vous autres, on va regarder les stats, puis on va vous dire sont où les bottlenecks puis comment les régler à l'interne. » Parce que souvent, ce qui va arriver aussi, c'est que le monde, dans le space qu'on est, on se dit « Ah, c'est pas de ma faute. Mais non, c'est l'équipe de vente. » Ou « Non, c'est l'équipe de courriel. » Puis c'est comme, là, c'est une game de patate chaude où c'est pas la faute de personne. Fait que nous, on préfère dire, regarde, on a le contrôle sur l'aspect publicitaire de A à Z. Puis si on n'a pas le contrôle, bien, on va consulter avec toi, puis au moins, on va te dire exactement quoi faire. Aujourd'hui, tu as 23 ans, tu as une entreprise qui est florissante, ça marche vraiment bien, tu as 9 personnes dans ton équipe qui travaillent pour toi. Comment tu te sens en tant qu'entrepreneur? Est-ce que tu es heureux? Est-ce que l'argent, ça achète le bonheur? Oui et non. C'est sûr que ça m'a permis beaucoup de choses que j'aurais jamais eu avant, que ce soit des montres, des autos, des voyages, un bel appart, des biens matériels, oui. Pour ça, 100% reconnaissant, des expériences avec ma famille aussi. Donc oui, à ce niveau-là. Mais je veux dire, ouais, au stade que je suis, je reste quand même énormément occupé. Puis je pense que c'est un détachement que j'ai pas 100% été capable de faire encore. Je reste beaucoup inclus dans le day-to-day d'entreprise qui fait en sorte que oui, on a grandi, oui, on fait plus d'argent, mais je me sens peut-être plus pris aujourd'hui que je l'étais avant aussi dans le day-to-day de l'entreprise. Est-ce que tu penses que devenir entrepreneur, c'est fait pour tout le monde? Non, 100%. Ça demande une certaine obsession, ça demande une constance aussi qui est rough. Puis, j'ai pas toujours non plus priorisé ma santé. Même encore, j'ai beau être jeune, j'ai eu certaines crises de panique, j'ai eu certains événements de vie qui, honnêtement, c'était pas drôle. Puis, mon stress m'a poussé au max. Fait que je te dirais que ça te construit une carapace, puis ça te demande même une carapace de base juste pour être capable de rentrer là-dedans. Fait que tu as besoin des tripes solides. Nice. Tu as parlé d'appartement tantôt. C'est-tu ton premier appartement ici? Non, on est déménagé ici, ça fait 2 ans. C'est le premier appartement avec ma blonde, mais pas mon premier appart seul. J'étais pas loin, en fait. On pourrait aller le voir. Ouais, good. Let's go. Pour un jeune entrepreneur
qui veut faire le même parcours que toi, qu'est-ce que tu lui conseillerais de faire aujourd'hui? Honnêtement, ça serait de commencer par trouver qu'est-ce que tu vas faire, mais de pas non plus prendre trop de temps. Je trouve que c'est là que c'est difficile. Il y en a qui se lancent trop vite, mais il y en a aussi qui prennent trop de temps et qui deviennent paralysés. Personnellement, gros fan des entreprises de services. Je trouve que c'est facile de justifier que ce soit des services d'agence. Ça pourrait même être des services de... Je connais un gars que j'ai engagé, par exemple, il y a 1 an et demi ou 2 ans, Lab Auto Detail, que peut-être certaines personnes connaissent sur TikTok. C'en est un, par exemple, jeune, parti d'entreprise de services. Ça a vraiment pick-up parce que c'est facile de venir justifier la valeur. Tu échanges du temps contre de l'argent, puis tu es capable de faire ça avec une équipe par la suite. Moi, c'est mon type d'entreprise que je préfère. Puis c'est ce que je recommanderais parce qu'il n'y a pas énormément de capital aussi que tu as besoin upfront. Fait que tu vois, c'est exactement là que j'habitais mon premier appart. Puis t'avais quel âge à ce moment-là? J'avais 19 ou 20 quand j'ai déménagé pour la première fois. Puis tu faisais combien? Je faisais 10 000 par mois dans le temps. Puis ça, c'est 10 000 de revenus d'entreprise. Donc, tu le sais comme moi, c'est pas des profits. Puis c'est un stretch parce que l'appart en tant que tel, si tu comptes le parking, c'était comme 2005 par mois. Donc, honnêtement, ça mangeait pas mal tout ce qui me restait. Mais c'était l'appart de mes rêves. Je veux dire, j'avais toujours envisionné avoir un appartement en coin avec des grandes fenêtres. Puis ça, c'était exactement ça. C'était en plein vers l'ouest, fait que j'avais les couchers du soleil juste là, au-dessus du Canadian Tire. Fait que super romantique à la fin de chaque journée. Fait que je le regrette pas, pareil, mais c'était un stretch, c'est sûr. Là. Puis c'est quand que tu as acheté ta première Rolex? C'était aussi quand j'habitais à l'appart là-bas. Je venais juste d'avoir 21, ça faisait pas tant longtemps. Je venais de taper mon premier mois à 70 000. Puis là, c'était pas juste la Rolex, là, honnêtement. C'était mois-là, j'ai dépensé énormément. Là. Je me suis acheté une Tesla, je me suis acheté une Rolex, j'ai acheté je sais pas combien d'affaires chez Louis Vuitton. J'ai parti en Europe, loué une villa, loué un yacht. Fait que tu as dépensé tous tes profits? Ah, presque là. Honnêtement, je pense que j'avais 35 000 en profit ce mois-là. Puis je veux dire, 15 000 sans montre, un autre 15 000 sur le voyage, puis un 5 à 10 000 chez Louis Vuitton. Fait que tu fais les maths, là, on vient de blow les profits de ce mois-là, puis quasiment du mois d'avant. Fait que c'était beaucoup. Là. J'ai ma Datejust ici, que ça, c'était vraiment la première montre en tant que telle, qui est celle que je porte le plus souvent aussi. Je trouve que c'est celle qui me fait le mieux. C'est con, là, mais vu que j'ai les yeux bleus, je me suis toujours dit que le bleu, ça me fait bien. Fait que les seuls accents de couleur que je porte, c'est du bleu. Fait que celle-là, c'est une des raisons pour laquelle je l'avais achetée. C'est qu'elle est bleue. Fait que c'est une Datejust 41 mm Azure Blue dial. Sinon, la deuxième que j'avais achetée, qui était dans le même mois, c'était celle-là, qui est une Omega Moon Swatch. Dans le temps, elle avait sold out instantanément. C'est une collaboration entre Omega et Swatch. Puis j'ai mis un custom strap de Horus dessus avec une classe comme en rose gold ici. Puis la Datejust, ça, je pense que c'était 14 600 dans le temps pour celle-là. J'ai eu après ça la Casio ici qui, ça c'est plus une montre sentimentale qu'une montre spéciale. C'est la montre littéralement que mon grand-père a portée en s'en allant à l'hôpital puis littéralement à son poignet quand il est mort. Fait que puis c'est sa montre daily des dernières années de sa vie. Ouais. Fait que c'est la seule chose que j'ai de mon grand-père. C'est cette montre-là ici, cette Casio-là. Fait que je la garde précieusement depuis quelques années. Puis là, mais maintenant, j'ai cette Day-Date-là, qui est la montre originale. Si on veut, là, la Day-Date présidentielle qu'ils ont release au tout début, c'est exactement celle-là. Fait que Champagne Dial avec le President Bracelet. Donc, je la daily depuis quelques semaines. Mais justement, je pense que je vais switch back à celle-là parce que j'aime quand même mieux daily celle-là. Avec tout le succès que tu as en ce moment à 23 ans, est-ce que tu peux me parler un peu des sacrifices que tu as eu à faire en tant qu'entrepreneur? Ouais, ben j'ai toujours dit que j'ai pas l'impression à 100% d'avoir eu une jeunesse comme d'autres. Je veux dire, j'ai manqué tout le gap d'université en tant que tel. Puis non seulement ça, les premières années d'entreprise, je veux dire, tout ce que je faisais, c'est workout, c'est travailler, dormir, puis voir ma blonde. Puis j'ai dit, thank God que j'étais déjà avec ma blonde avant de commencer l'entreprise parce que je pense que je serais célibataire aujourd'hui. Je veux dire, je ne vois pas comment j'aurais été capable de rencontrer une femme si j'étais pas déjà avec. Fait que ça aussi, c'est quelque chose que je suis reconnaissant d'avoir dans ma vie. Là. Dans l'industrie, il y a beaucoup de gens qui vont s'autoproclamer entrepreneurs. Ils vont juste le mettre dans leur bio sur Instagram. Mm-hmm. Est-ce que tu conseilles aux gens de devenir entrepreneur? Pas pour tous. J'aime le message aussi qu'il y a des gens qui commencent à véhiculer de dire d'être intrapreneur versus entrepreneur. C'est moi le premier. Je cherche des gens qui sont sharp, qui veulent
travailler des longues heures, mais qui ne veulent pas nécessairement le risque qui vient avec travailler avoir ta propre entreprise. Ça, du moins, c'est en demande dans le space, mais ça vient avec ces moments où, première fois que j'ai pris un week-end off, la première été que j'ai eu l'entreprise, je suis parti, je l'ai laissé mon seul employé dans le temps gérer les clients. Je reviens, mon plus gros client, il part. Puis il est parti dans le week-end. Tu fais que ouais, c'est rough sur le coup. Puis, autre affaire, mettons, je suis en voyage en avion, un long vol de 7-8 heures. Il reste 2 heures dans le vol. Je me dis, je vais m'acheter du Wi-Fi, je vais essayer de catch-up sur du travail. Premier message que je vois sur Slack, c'est mon plus gros client de longue date qui part. Des choses comme ça où tu as beau vouloir déconnecter, c'est un courriel, c'est une notification, c'est un appel, c'est quelque chose qui va rentrer, qui va changer le cours de ton entreprise. Des choses comme ça où tu développes une carapace et une résilience, mais ça t'en prend une de base pour encaisser ces coups-là initialement. Je pense pas que c'est tout le monde qui l'a. C'est pour ça que je dis, si tu as le goût de te partir en entreprise, bien, tu es peut-être mieux d'être numéro 2. Il n'y a rien de mal d'être numéro 2 ou numéro 3 à quelqu'un dans son entreprise, puis d'être son bras droit, son bras gauche, puis de faire, regarde, je vais apprendre de même, je vais voir si j'aime le pace, si j'aime à quel point c'est le risque qui vient avec ça. Puis si oui, bien, tu vas avoir eu des compétences en étant numéro 2, numéro 3. Deuxièmement, tu vas avoir pas d'argent, fait que tu vas peut-être acheter du temps avec tout ça. Puis troisièmement, tu vas avoir validé si oui ou non c'est fait pour toi. Puis je pense que c'est pour ça que des entreprises comme la tienne ou la mienne, par exemple, tu en as du monde qui vont sortir de nos business respectifs puis qui vont partir dans l'entreprise. C'est poche parce qu'on part du bon monde, mais au bout de la ligne, tu es content de voir que, regarde, j'ai permis à quelqu'un qui était numéro 2, numéro 3 ou whatever, aujourd'hui de fleurir puis de devenir son propre entrepreneur. Donc, ouais. C'est quoi le meilleur conseil que tu peux donner aux gens qui nous écoutent? Je trouve que quand tu commences une entreprise, tu es tout le temps par défaut dans l'entreprise. Tu n'as pas le choix parce qu'il te manque d'argent, donc tu n'as pas le choix de vendre une partie de ton temps. Mais le plus rapidement possible, sors-toi de ça, puis construis la machine qui est ton entreprise. C'est-à-dire, travaille sur l'entreprise et non dans l'entreprise. J'ai encore énormément de difficultés avec ça. Puis même au départ, planifie-toi des marches. Moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Pour prendre une marche à la fin de chaque jour de travail, no matter comment ta journée était difficile, finis avec une marche. Moi, j'avais mes écouteurs, je me parle un voice memo sur mon téléphone, je parle pendant 30 minutes, 1 heure même des fois, de dire qu'est-ce que j'ai fait dans ma journée, ça a été où mes problèmes, c'est quoi mes bottlenecks. J'y reviens, j'envoie ça dans un software de AI, fais une transcription, je demande à GPT de me faire un summary sur mes action steps. Puis là, au moins, j'ai de quoi implanter le lendemain matin, puis je sais que j'ai eu un petit peu d'introspection. Fait que garde-toi tout le temps des moments d'introspection parce que c'est tough des fois, quand tu es toujours pris dans l'entreprise, d'être capable de continuer à la faire avancer vraiment là, dans le long terme.